Bonjour, dans ce deuxième cours du module Comprendre, nous allons brosser un peu l'historique du bien-être animal. Et nous allons faire cet historique en trois parties. D'abord rappeler que le souci moral vis-à-vis des animaux a des racines profondes dans la tradition philosophique. Dans une deuxième partie, nous verrons que des avancées majeures dans la prise en compte du bien-être des animaux qui vivent sous la dépendance des humains ont été réalisées depuis la deuxième moitié du XXe siècle essentiellement, et en particulier grâce à quelques textes fondateurs. Et dans une troisième partie, la réglementation qui protège les animaux a suivi ces évolutions, principalement dans le cadre des institutions européennes. Donc en première partie, il faut rappeler donc que toute une tradition philosophique s'accorde sur la nature sensible des animaux qui, de ce fait, doivent faire l'objet d'un souci moral. Jean-Jacques Rousseau écrivait ainsi en 1755 « Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. » La phrase la plus souvent citée est celle de Jeremy Bentham, philosophe britannique, écrite en 1789. La question n'est pas « peuvent-ils raisonner » ou « peuvent-ils parler », mais « peuvent-ils souffrir ». Il y a eu plusieurs courants philosophiques et éthiques à l'égard du bien-être. D'abord le courant utilitariste, dont le promoteur est Jeremy Bentham, dont nous venons de parler, et à notre époque, Peter Singer. Pour les utilitaristes, la souffrance est un mal, le bonheur est un bien. Ce qui avantage le plus grand nombre possible d'êtres sensibles est éthiquement préférable. C'est une approche qui est antispéciste, c'est-à-dire que les êtres sensibles, les espèces de ces êtres sensibles ne sont pas précisées ici dans le raisonnement. L'autre courant est le déontologisme, dont le tenant principal moderne est Tom Regan. Est moralement obligatoire ceux qui respectent le droit des individus, et les titulaires des droits sont caractérisés par leur sensibilité, leur capacité de conscience et de projection de soi, leur désir. En France, ce courant est bien représenté par Florence Burgat. Troisième courant philosophique, c'est celui du devoir des humains envers les animaux, et dont le tenant principal est Emmanuel Kant, donc philosophe allemand du XVIIIe siècle, qui écrivait « Le sujet humain en tant que sujet rationnel doit s'interdire toute cruauté et en général tout comportement qui l'amènerait à dégrader sa dignité et sa capacité de maîtrise de soi en s'abandonnant à ses impulsions. » On voit donc qu'ici, au cœur du devoir envers les animaux, il y a surtout les humains. Ces orientations théoriques croisent les deux options pratiques majeures à l'égard du bien-être animal. D'abord le réformisme, que l'on appelle aussi welfarisme, de l'anglais welfare, bien-être, qui vise à améliorer la condition des animaux sous la responsabilité des humains, et en particulier les animaux d'élevage, mais sans contester le principe de cette mise sous tutelle humaine. En général, les utilitaristes et les tenants des devoirs envers les animaux sont réformistes. La deuxième orientation majeure est l'abolitionnisme. Contrairement au précédent, les abolitionnistes contestent le principe même de l'élevage et de façon générale toute appropriation et exploitation des animaux par les humains. Et donc, ils discréditent les démarches vis-à-vis du bien-être des animaux, puisque celles-ci participent à l'immoralité de l'élevage. Les déontologistes sont en général abolitionnistes. Et les différents mouvements associatifs qui existent se positionnent en général donc, comme soit abolitionnistes, plus ou moins sélectifs, ou réformistes. Nous avons vu cet aspect dans le cours précédent. Parlons maintenant de quelques textes fondateurs dans le domaine du bien-être des animaux.
Un texte très important est celui de Russell et Birch en 1959 qui publie un livre sur le traitement éthique des animaux de laboratoire qu'ils appellent Principles of Human Experimental Technique. Ils y discutent des questions telles que la conscience des animaux et ce que cela pourrait signifier en termes de souffrance animale. Dans ce travail, ils proposent un raisonnement clé utilitariste du traitement éthique des animaux de laboratoire, qui est basé sur le remplacement des animaux dans la recherche, la réduction du nombre d'animaux utilisés et le raffinement des expériences dans la mesure du possible. Ces principes sont maintenant connus sous le nom des 3 R et ils restent un pilier du raisonnement en termes d'éthique de l'utilisation des animaux dans la recherche scientifique. Pour ce qui concerne les animaux d'élevage, le livre de référence, c'est celui publié par Ruth Harrison en Grande-Bretagne en 1964, Animal Machines, the New Factory Farming Industry, où elle dénonce les conditions des animaux en élevage intensif. Et je souligne, nous sommes ici en 1964. La question du bien-être animal n'est pas une question récente. Et d'ailleurs, le livre a été réédité récemment pour le cinquantenaire de sa publication initiale. Il s'ensuit, suite à l'apparition de ce livre qui a fait un gros effet en Grande-Bretagne, il s'ensuit la mise en place d'un comité gouvernemental appelé le comité Bramble, du nom de son président, avec pour mission d'enquêter sur le bien-être des animaux en élevage et de définir les normes minimales pour un bien-être acceptable en vue de satisfaire les besoins fondamentaux des animaux. Le rapport Bramble, donc publié l'année suivante, jette les bases des conceptions modernes du bien-être animal. Et le rapport Bramble a un double apport. D'abord un apport conceptuel. Il écrit « Le bien-être est un terme qui embrasse à la fois la condition physique et mentale de l'animal ». 1965, je vous rappelle. Toute tentative d'évaluation du bien-être doit en conséquence prendre en considération les connaissances scientifiques qui concernent le ressenti des animaux que l'on peut déduire de leur structure et de leur fonctionnement, ainsi que de leur comportement. Tout est dit ici sur le raisonnement éthique et pratique vis-à-vis des animaux. Et le rapport Bramble nous propose également une méthode. Quelles sont les conditions? Il définit les conditions du bien-être des animaux, qui sont encore connues actuellement sous le terme de 5 freedoms, selon son énoncé en anglais, ou les 5 libertés en français. C'est l'absence de faim et de soif, la liberté physiologique, l'absence d'inconfort, liberté environnementale, l'absence de douleur, de blessure, de maladie, la liberté sanitaire, la liberté d'expression d'un comportement normal, liberté comportementale, absence de peur et de détresse, liberté mentale. Donc ces différentes libertés ont été rédigées de façon, je dirais, définitive, pour l'instant au moins, par le Farm Animal Welfare Council en 2009. Je cite encore deux ouvrages qui ont marqué l'évolution de la réflexion sur le bien-être animal. C'est d'abord le Stress en élevage intensif, qui a été coécrit avec Robert Danzer, et également le livre de Marianne Dawkins sur l'animal suffering en 1980. Parlons maintenant de l'évolution de la réglementation dans ce contexte de réflexion philosophique et éthique. Dans la tradition juridique, l'animal n'était pris en considération par le droit que comme une chose au service de l'homme. Jusqu'au XIXe siècle, l'animal ne bénéficiait d'aucune protection au regard de ses qualités d'être vivant et sensible. La première loi de protection animale en France fut la loi Grammont du 2 juillet 1850 qui incrimina les mauvais traitements exercés en public et abusivement contre les animaux domestiques. On voit que c'est déjà très limitant comme application. Et en fait, il s'agissait, dans l'esprit des auteurs, davantage de protéger la moralité publique que l'animal lui-même. C'est en fait au niveau européen, à la fin des années 60, que s'est développée la législation visant à la protection et au bien-être des animaux, sous l'impulsion des associations de protection animale.
De bien marchand dans le traité de Rome en 1957, les animaux sont devenus des êtres sensibles dans les traités d'Amsterdam et de Lisbonne, 1997 et 2007. Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Voilà les choses qui sont tout à fait bien précisées. En droit français, la première loi significative en termes de bien-être animal est celle du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, qui écrit dans son article 9 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », qui a été codifié à l'article bien connu L214.1 du Code rural et de la pêche maritime. Ensuite, le droit français a été essentiellement composé de la transposition des textes européens qui ont été promulgués à la fin du siècle dernier. Et pour terminer, la loi du 16 février 2015 qui a introduit le concept des animaux êtres vivants doués de sensibilité dans le Code civil que les juristes considèrent comme le code des codes. En conclusion, c'est la reconnaissance de la nature sensible, et plus récemment d'ailleurs de la nature consciente des animaux, qui est à la base des considérations morales à leur égard. Et nous en verrons ultérieurement les bases scientifiques. Les évolutions sociétales et réglementaires doivent beaucoup à quelques textes fondateurs qui restent à la base de nos réflexions actuelles. Enfin, la réglementation qui protège les animaux a suivi ces évolutions, principalement dans le cas des institutions européennes. Nous n'avons fait que les survoler dans ce cours et cette réglementation sera détaillée dans le cours prochain par Marie-Christine Meunier-Salin. Merci pour votre attention.